bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info pour cette toute nouvelle édition. Vos titres en images. Le premier concours de jeunes artistes de Monaco au Conseil national. Nous vous présenterons dans cette édition l'association Mona A qui vient en aide aux patients souffrant d'autisme et qui encourage la recherche. Nous découvrirons aussi dans ce reportage un centre polonais qui propose un encadrement novateur des enfants autistes. Nous partirons ensuite à la découverte d'une exposition à l'Hôtel de Paris. La maison de haute joaillerie Jacob & Co présente sa deuxième exposition annuelle à l'occasion du 150e anniversaire de la SBM. Les femmes leaders mondiales Monaco ont lancé un concours international d'écriture destiné aux adolescents du monde entier. Retour sur cet événement dans ce journal. Suite de notre série de reportages consacrée cette semaine aux établissements qui proposent aux étudiants de suivre des cursus après le baccalauréat. Nous découvrirons aujourd'hui l'IFSI. Direction le Conseil national à présent où le premier concours de jeunes artistes de Monaco était organisé. Peinture, sculpture, écriture, de nombreux jeunes artistes en herbe ont participé à cet événement. Un des membres du jury n'était autre que son Altesse royale, la princesse Caroline de Hanovre. Un reportage signé Fabien Bonilla. C'est une première, le concours des jeunes artistes de Monaco. Une opération qui a vu le jour en 2012 lors d'un conseil économique et social des jeunes. Un groupe de lycéens propose alors ce projet, le but étant de développer et promouvoir le sens artistique des jeunes de la principauté âgés de 15 à 21 ans. Un an plus tard, le résultat est là. Son Altesse royale la princesse de Hanovre est la présidente du jury. 6 membres l'entourent, représentant entre autres le Conseil national, la direction des affaires culturelles ou encore la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports. Un concours et une exposition dans la verrière du Conseil national. Il y a une trentaine d'artistes qui ont participé pour à peu près 48 œuvres. Donc le thème en fait c'est le mouvement. Et donc on a 3 catégories dans une catégorie c'est les arts plastiques, la deuxième catégorie c'est la photographie et la troisième catégorie c'est la littérature qui comprend poèmes, contes, voilà. Après un délibéré, 5 prix ont été décernés. Le prix Coup de cœur des jeunes a été attribué à Marina Crosetti. La meilleure production littéraire revient à Margot Page pour Le Cygne. Candice Pibaro a reçu le prix de la meilleure photographie. Dans la catégorie art plastique, Kim Jude s'est démarqué avec cette œuvre. Et enfin, le coup de cœur de son Altesse royale, la princesse de Hanovre, a été attribué à Marc Alberstein pour cette photo de la rue de la Turbie. J'ai fait 3 photos, ça c'est la photo dans la rue de la Turbie. Et pendant le Grand Prix, il y avait vraiment beaucoup de monde et vu que c'est une rue plutôt calme, et là c'était plein, donc je me suis dit que c'était vraiment très intéressant et je suis sorti, je suis allé faire quelques photos et j'ai gagné, donc je suis très heureux. Surtout que c'est le coup de cœur de la princesse, donc ça fait très plaisir. Voilà. L'ensemble de ce travail artistique réalisé par ces lycéens sera exposé dans la verrière du Conseil national jusqu'au 5 juillet. L'association Mona A a officiellement vu le jour l'an dernier. Cette toute jeune entité monégasque a depuis mené de nombreuses actions pour non seulement améliorer la prise en charge des patients souffrant d'autisme, mais aussi pour favoriser la recherche. Tout récemment, les responsables de l'association se sont rendus en Pologne dans un centre qui propose un encadrement novateur des enfants autistes. Le reportage de Patricia Navarro et de Sylvain Péroumal. C'est à Gdansk, sur les bords de la mer Baltique, que se trouve l'Institut du développement de l'enfant. Ce centre pionnier a été créé en 2006 et fonctionne sur le modèle d'un grand institut de Princeton aux États-Unis, l'un des leaders mondiaux en matière de recherche et intervention sur l'autisme. 5 centres de ce type existent à travers le monde. À l'intérieur des lieux, des enfants autistes bénéficient d'une prise en charge unique presque au cas par cas. La méthode d'apprentissage est appelée ABA et se base sur les principes de l'analyse du comportement appliqué.
Nous commençons très tôt. Certains des enfants ont 1 an, mais en moyenne, ils sont âgés de 3 ans. C'est un traitement basé sur un apprentissage quotidien. Ils viennent à l'Institut pour y passer 4h30 chaque jour. La chose la plus importante, c'est de motiver les enfants pour qu'ils travaillent dur avec leurs enseignants. Il ne faut pas oublier qu'il est capital qu'ils aient envie d'apprendre avec nous. Et l'autre chose importante, ce sont les techniques d'enseignement pour leur apprendre à parler, à suivre un programme et bien d'autres choses. Pendant les 4h30 que passent ces enfants au centre de Gdansk, la palette d'activités qui leur est proposée est extrêmement large. L'objectif, à terme, est de leur permettre de rejoindre un circuit scolaire traditionnel dans des classes de maternelle ou primaire. Ils font beaucoup de choses différentes. Nous leur apprenons à jouer, à passer du temps à l'extérieur. Nous leur apprenons à parler, à se comporter avec les autres. Cela se fait en tête-à-tête ou en tout petit groupe. Quelques-uns sont intégrés pendant les récréations au groupe d'enfants de l'école traditionnelle qui se trouve dans l'une des ailes du bâtiment. Ils peuvent ainsi échanger avec des enfants ne souffrant pas d'autisme et ils doivent enfin apprendre à obéir aux enseignants. Les parents sont très impliqués, ils doivent offrir un prolongement de cet enseignement chez eux et les résultats sont là puisque selon les années, les taux d'enfants intégrant un cursus scolaire dit normal vont de 42 à 67%. On vient de visiter une très très belle institution avec une organisation, une structuration et une proposition d'approche éducative pour les enfants autistes telle qu'on pourrait quand même la souhaiter dans beaucoup de centres. Et je pense que c'est ce qu'il faut proposer initialement, c'est ce qui devrait être un petit peu à la base de toute approche. Et ensuite, il y a d'autres, je dirais qu'on pourrait y associer d'autres pistes et d'autres orientations. Vous, sur quelle piste de travail orientez-vous votre approche, votre prise en charge des enfants autistes sur la région des Alpes-Maritimes et sur Nice donc ? Alors nous, c'est surtout pour l'instant axé effectivement sur la recherche. Et l'idée, c'est que les enfants autistes, on reconnaît vraiment actuellement qu'ils ont des compétences et que ces compétences, il faut les valoriser à travers différentes approches et notamment l'usage des nouvelles technologies. Parce que les enfants autistes ont de très bonnes compétences non verbales. Souvent, je le dis de façon ironique, mais si sur l'ensemble des personnes, on nous teste avec un QI en chinois, nous serons tous déficients intellectuels. Et je crois que c'est ce qui se passe pour les enfants autistes. Au-delà de l'apprentissage, le centre de Gdansk abrite aussi une unité permettant le diagnostic de l'autisme. Près de 200 familles viennent chaque année ici pour faire pratiquer des tests sur leurs enfants. Les personnels de l'Institut transmettent également leur savoir. Ils participent activement à un 3e cycle créé à l'Université de Gdansk portant sur l'éducation et la thérapie des enfants atteints de troubles comportementaux. Partons à présent à la découverte d'une exposition à l'Hôtel de Paris. La maison de haute joaillerie Jacob & Co a choisi la Principauté pour sa 2e exposition annuelle à l'occasion des 150 ans de la SBM. Un reportage de Frédéric Elion. Des bijoux uniques empreints de raffinement et de créativité. Des diamants, saphirs, rubis ou émeraudes. Jacob & Co a choisi Monaco pour sa 2e exposition annuelle. Créée il y a 25 ans à New York, cette maison de haute joaillerie s'est associée avec Stardust, joaillier de l'Hôtel de Paris, afin de présenter à sa clientèle internationale exigeante une collection de près de 500 pièces à la Salle Empire. Les nouvelles collections de montres pour hommes et femmes sont aussi présentées à l'Hôtel de Paris, et ce, du 1er au 17 juillet. Venir exposer en Principauté, presque une évidence pour la marque de luxe américaine. Beaucoup de nos clients apprécient la Principauté, surtout à cette période, en juillet et août. Nous avons déjà fait cela l'an dernier puisque nos clients nous ont demandé de venir à Monaco. Cette année est vraiment spéciale puisque nous sommes un des sponsors du 150e anniversaire de la SBM. Nous nous devions d'être ici. Jacob & Co se démarque des autres maisons de haute joaillerie en allant chercher des minéraux rares, ce qui donne des bijoux uniques, à l'image de ce collier, The Splendor of Nature. C'est certainement la pièce la plus exclusive de notre collection, la star de Monaco, Splendor of Nature. En honneur au 150e anniversaire de la SBM, c'est une pièce composée de diamants rares de toutes les couleurs. Nous avons mis 15 ans pour tous les collecter. François Blanc, le fondateur de la SBM, disait « Ici, nous devons donner du rêve ». Cette exposition illustre parfaitement cette phrase. Notez que le 4 juillet, une soirée de gala est organisée en présence de Cristiano Ronaldo, ambassadeur de Jacob & Co.
Les femmes leaders mondiales Monaco ont lancé un concours international d'écriture destiné aux adolescents du monde entier. L'objectif, véhiculer à travers l'écriture un message de paix. Fabien Bonilla. Au cœur des mots, voici le nom de l'événement organisé par les femmes leaders de Monaco. Un concours international d'écriture destiné aux écoles francophones ou qui enseignent le français. Le but, promouvoir l'éducation et apporter une réflexion sur l'égalité des sexes. Pour la première édition, 20 pays participent à ce challenge. Parmi toutes ces classes, la 6e 10 du collège Charles III. Les élèves ont écrit une nouvelle avec leur professeur de français, un exercice pour ces jeunes qui comprend plusieurs objectifs pédagogiques. Le premier, c'est que c'est toujours intéressant pour une classe d'avoir un projet sur l'année, puisque ça leur permet de comprendre vers quoi ils se dirigent, que le français, c'est pas seulement une matière rébarbative avec de l'orthographe et de la grammaire, mais que ça peut vraiment éveiller leur esprit créatif. Le deuxième, c'est de donner la possibilité à tous les enfants, y compris des enfants qui souffrent de difficultés type dyslexie, de s'investir dans un projet d'écriture et de prendre plaisir à écrire. Et enfin, ça leur laissera, j'espère, un souvenir toute leur vie qu'en 6e 10, avec Madame Chauffel, ils ont pu créer quelque chose. Voilà. On a travaillé tous ensemble en proposant chacun ses idées personnelles, on a gardé les meilleures. La professeure nous a beaucoup aidés, surtout pour comprendre et évoluer dans l'ordre chronologique. Fallait pas trop se tromper, mais on a tous ensemble donné nos idées qui ont permis d'avancer dans l'histoire et on a toujours arrangé pour que ça s'améliore. Ces jeunes ont laissé libre cours à leur imagination avec toutefois quelques règles bien précises. Il y a 5 éléments qui doivent figurer dans toutes les histoires. Un garçon, une fille, un minéral, un végétal et un animal. Et le but de l'histoire, c'est justement de mettre en avant, de faire réfléchir sur l'égalité garçon-fille, et notamment autour de l'éducation, et de mettre en avant aussi les traditions, les différentes cultures des différents pays. 20 pays ont participé au concours, 12 membres d'un jury vont lire toutes ces nouvelles pendant le mois de juin. Les 3 meilleures histoires seront récompensées lors d'une remise des prix le 20 mars 2014. Et enfin, pour connaître le contenu de l'histoire de cette classe de 6e, ainsi que toutes les autres nouvelles, un recueil sera édité prochainement. Suite de notre série de reportages consacrée cette semaine aux établissements qui proposent aux étudiants de suivre des cursus après le baccalauréat, Sandrine Nègre vous présente l'IFSI. Découverte aujourd'hui de l'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers, situé à quelques mètres de l'entrée du centre hospitalier Princesse Grace. L'IFSI qui comprend à ce jour 3 promotions de 30 élèves chacune. Il s'agit d'un établissement qui est une très vieille dame, puisqu'elle existe depuis maintenant 83 ans. Et nous en sommes très fiers, puisque au fil des ans, elle a su vraiment s'installer dans le paysage français et prendre une place d'importance. Alors pourquoi en particulier l'IFSI de Monaco? Parce que nous avons essayé de garder au fil des ans le choix de petites promotions, avec bien sûr les moyens nettement supérieurs aux moyens français, ce qui nous permet d'offrir une formation vraiment de qualité. N'importe quel bac est accepté pour entrer à l'Institut de formation, ou alors ce sont des gens qui ont un cursus par exemple hospitalier. Ils ont été aides-soignants, auxiliaires médico-psychologiques pendant un certain nombre d'années, 3 ans minimum en tout cas, et ils choisissent d'intégrer l'IFSI. Donc eux ont une deuxième forme de concours pour pouvoir intégrer l'IFSI. Et ensuite, il y a des personnes qui ont une expérience professionnelle, mais complètement en dehors de ce qui est sanitaire et social, et qui font valider leurs acquis de l'expérience, et ensuite peuvent intégrer, se présenter en tout cas au concours. Et des étudiants qui sont épaulés par des cadres de santé formateurs au cours de ces 3 années de formation, épaulés et encadrés au quotidien, comme au cours de cet exercice réalisé un matin de février. Précisément aujourd'hui, les étudiants ils travaillent en travail dirigé, c'est-à-dire qu'ils travaillent tout seuls sur le concept de l'encadrement et le concept de l'évaluation, qui est en lien avec les UE, c'est-à-dire les unités d'enseignement qu'ils travaillent actuellement. Alors qu'est-ce que vous attendez concrètement justement de vos étudiants? Alors, on attend du travail, c'est-à-dire de l'implication.
de la motivation, parce que je pense que s'ils n'ont pas ça, ça va être très difficile pour eux. S'ils ne sont pas motivés pour faire ces études et donc pas motivés pour ce métier-là, infirmier, ça peut être compliqué pour eux. Du travail, de la réflexion, des échanges, un changement de positionnement, mais ça ils l'apprennent et ils avancent quand on les prend premier jour, première année, et quand ils sortent, ils ont évolué d'une façon extraordinaire, parce qu'ils ont du potentiel quand même aussi. Hein. Et c'est parce que nous on les aide à faire ça, mais le gros travail c'est eux qui le font. Et si la profession attire en majorité les filles, les étudiants masculins ne sont pas pour autant absents. J'ai voulu intégrer l'IFSI pour plusieurs aspects du métier. Le côté technique, le côté théorique qui est très poussé. La particularité de l'école de Monaco, c'est le cadre déjà qui est assez sympathique. On a quand même le soleil, on a la mer, etc. Et on a aussi donc un hôpital ici qui est assez réputé. Une école qui est petite avec des promotions réduites, ce qui permet d'avoir un encadrement qui est quand même assez proche de nous, et le contact est vraiment interactif avec les encadrants. Tout au long de leur cursus, les futures infirmières et infirmiers peuvent aussi compter sur la pratique régulière de stages dans le milieu hospitalier pour parfaire au mieux leur formation. En première année, j'ai fait un premier stage en chirurgie orthopédique, donc au CHPG, et ensuite j'ai fait un stage de 10 semaines au Cap Fleuri, c'est une maison de retraite, donc dans un service spécialisé pour personnes âgées qui ont Alzheimer. Là, en deuxième année, vous avez déjà effectué des stages? Oui, alors j'ai fait un premier stage en pédopsychiatrie à l'hôpital Lanval à Nice, et ensuite j'en ai fait un deuxième en infectiologie à l'Archer. Les portes de l'IFSI se referment derrière nous. Elles seront à coup sûr franchies dans quelques temps par des bacheliers venus tenter leur chance au concours d'entrée, comme dans d'autres établissements d'ailleurs de la Principauté. Le challenge de tir Albert II s'est déroulé au Montchauve le 28 juin dernier. Pour cette première édition, des militaires, des policiers et des carabiniers se sont affrontés en binôme dans des épreuves de tir. Chaque unité avait sa propre méthode et sa technique qui lui a été enseignée. Au total, 22 équipes représentant 9 pays, dont Monaco. Comme vous pouvez le voir sur ces images, lors de la soirée de gala organisée au Monte Carlo Country Club, le prince souverain a remis les prix aux vainqueurs de ce concours. Ce journal touche à sa fin, il est à présent l'heure de passer en revue la météo. Mercredi, le soleil sera caché temporairement par des nuages en cours de journée et le ciel se dégagera à nouveau avant la tombée de la nuit. Côté température, que du doux, comptez 21 degrés le matin et 24 au meilleur moment de l'après-midi. Jeudi, encore du beau temps et une légère brise de mer. Vendredi, un ciel bleu et toujours du soleil. Samedi, un temps encore ensoleillé et la poursuite du réchauffement. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite José Sacré qui vous présente les sorties cinéma de la semaine. Au revoir.